Le travail physique ardu, les tâches ménagères, les disputes mineures entre voisins, les films, le football, la bière et surtout, les jeux de hasard occupaient tout l'horizon de leurs esprits. Il n'était pas difficile de les contrôler. George Orwell. De plus en plus, les gens vivent en pilotage automatique, entourés de distractions qui semblent dominer leur attention. Une notification des réseaux sociaux, le prochain épisode d'une série, ou même une discussion animée sur le sujet à la mode, tout cela contribue à une routine où la réflexion devient secondaire. Il est alarmant de penser que la citation que vous venez d'entendre, décrivant parfaitement notre monde actuel, a été écrite il y a plus de 70 ans. Dans 1984, Orwell nous avertit de quelque chose qui dépasse la simple fiction dystopique, la capacité d'un système à utiliser les distractions, le langage et même la peur pour contrôler les esprits. Cela ne se produit pas brusquement. C'est comme un piège soigneusement conçu dans lequel on entre sans s'en rendre compte. Tout commence subtilement. Un bombardement d'informations inutiles, des conflits fabriqués et des querelles qui drainent notre énergie. Pendant que nous sommes occupés à nous battre pour des détails insignifiants, nous oublions de remettre en question les choses essentielles. Cela semble exagéré ? Pensez au monde d'aujourd'hui. Des crises manipulées, des nouvelles contradictoires, et soudain, tout le monde parle de la même chose. Mais quel est le prix de tout cela ? Orwell décrit comment, dans sa dystopie, les gens étaient absorbés par des querelles futiles, tandis que leurs droits, leur liberté et même leur capacité à penser étaient lentement érodés. C'est là qu'intervient le concept de lavage de cerveau. Et si vous pensez y être immunisé, détrompez-vous. Le contrôle est rarement évident. Il agit à travers des distractions, des manipulations subtiles et un système qui diminue progressivement votre conscience critique jusqu'à ce qu'elle disparaisse totalement. Et la question persistante est, comment savoir si vos idées sont vraiment les vôtres ? Car c'est précisément lorsque nous pensons être maîtres de nous-mêmes que la manipulation devient la plus dangereuse. Dans 1984, George Orwell décrit une scène aussi courante qu'inquiétante. Un marché bondé où les gens se battent pour des casseroles bon marché et fragiles. Des femmes se bousculent, luttent et crient, alors que le stock s'épuise rapidement. Dans le chaos, 2 d'entre elles attrapent la même casserole, chacune essayant de toutes ses forces de la tirer à elle. Orwell demande alors « Pourquoi ces mêmes personnes ne crient-elles pas avec autant de passion pour quelque chose de réellement important ?» Cette scène ne concerne pas seulement un marché. Elle reflète la condition humaine. Nous vivons dans un monde où nous sommes constamment attirés par de petits conflits, tandis que les enjeux plus profonds passent inaperçus. Nous sommes tellement concentrés sur l'immédiat que nous en oublions l'essentiel. Et c'est là que l'attrait de l'appartenance entre en jeu. Faire partie d'un groupe est instinctif. Au sein d'une collectivité, nous nous sentons protégés, membres d'un ensemble plus grand. C'est comme un instinct tribal qui nous réconforte, mais qui nous met aussi en danger. Pour s'intégrer, nous sacrifions souvent notre individualité et même notre capacité à questionner. Orwell utilise ce sentiment d'appartenance comme l'un des outils les plus puissants du parti dans 1984. Dans le livre, la société est divisée en castes, chacune ayant un rôle bien défini. Les masses, appelées les prolétaires, sont trop occupées par le travail, les jeux de hasard, le football et les querelles quotidiennes pour penser à des enjeux plus grands. Le parti veille à ce qu'elles restent ainsi, distraites et divisées, mais toujours soumises. Ce qui est le plus troublant, c'est la manière dont cela s'applique à notre réalité. Aujourd'hui, nous sommes bombardés de distractions, de nouvelles qui alimentent des débats inutiles, de controverses fabriquées et de crises qui nous consument émotionnellement, mais ne changent souvent pas significativement nos vies. C'est l'équivalent moderne des casseroles d'Orwell. Pendant que nous nous battons pour elles, nous oublions de remettre en question les systèmes qui contrôlent réellement nos vies. Comme l'a souligné Hannah Arendt, les régimes totalitaires prospèrent lorsque les individus abandonnent leurs responsabilités morales pour le confort de l'appartenance à quelque chose de plus grand. Le danger réside précisément là. Lorsque nous acceptons le collectif sans réflexion, nous devenons facilement manipulables. Et alors vient la question qu'Orwell pose subtilement à chaque page. Comment peut-on retrouver notre autonomie au milieu de tant de pression pour se conformer ? Est-il possible d'appartenir à un groupe sans renoncer à sa pensée critique ? Peut-être que la réponse réside dans ce que le parti redoute profondément, la liberté de penser, car c'est précisément cela qui transforme les individus ordinaires en forces capables de résister au conformisme. Mais avant de comprendre comment protéger notre pensée, nous devons reconnaître les outils qui la contrôlent, et peu d'entre eux sont aussi puissants que le langage.
Peu de choses façonnent notre perception de la réalité autant que le langage. Ce n'est pas seulement un moyen de communication, mais un outil à travers lequel nous construisons le monde qui nous entoure. Dans 1984, Orwell montre que le parti comprend cela mieux que quiconque et transforme le langage en son arme la plus puissante. Dans le roman, la société est entraînée à parler et à penser en novlangue, une langue conçue non pour élargir l'expression, mais pour la restreindre. Les mots sont réduits, combinés ou complètement éliminés. Le but ? Rendre toute pensée contraire au parti impossible. Après tout, si vous ne pouvez pas exprimer une idée, comment pouvez-vous l'articuler ou même la comprendre ? L'un des concepts les plus troublants de la novlangue est la double pensée. Elle exige que les gens croient en deux idées contradictoires en même temps et les acceptent toutes deux comme vraies. C'est ainsi que des slogans comme la guerre, c'est la paix, la liberté, c'est l'esclavage et l'ignorance, c'est la force, deviennent non seulement acceptables, mais des dogmes. Réfléchissez maintenant à la manière dont cela se reflète aujourd'hui. De simples phrases, répétées à l'infini, deviennent des vérités incontestables. Des discours soigneusement élaborés dissimulent les véritables intentions, tandis que les mots sont manipulés pour embrouiller plutôt que clarifier. Un exemple ? Des termes vagues comme sécurité nationale, progrès ou bien commun sont utilisés pour justifier presque tout, de la surveillance de masse aux réductions des droits fondamentaux. Orwell nous montre que contrôler le langage revient à contrôler la réalité. Et ce n'est pas qu'une métaphore. Lorsque nous sommes exposés à des mots et des récits constamment déformés, notre capacité à penser de manière critique est érodée. Des philosophes comme Wittgenstein ont dit « Les limites de mon langage signifient les limites de mon monde. Si nous ne pouvons pas nommer quelque chose, comment pouvons-nous nous battre pour cela ?» Mais le langage n'est pas seulement un champ de contrôle, il est aussi un outil de résistance. Dans 1984, Winston trouve de petites façons de subvertir le système en écrivant dans un journal. Il défie le parti en utilisant les mots pour retrouver son individualité. La même stratégie nous est accessible. Élargir notre vocabulaire, questionner les mots que nous entendons et apprendre à identifier les manipulations. C'est là que réside le vrai danger. La manipulation du langage est subtile, presque imperceptible. Elle n'a pas besoin d'être imposée de force. Il suffit que nous acceptions ce qui nous est donné sans poser de questions. La véritable liberté commence lorsque nous pouvons aller au-delà des mots et voir les intentions qui se cachent derrière eux. Mais si le langage peut façonner le monde, comment s'assurer qu'il soit utilisé en notre faveur ? La réponse réside dans quelque chose qu'Orwell sous-entend, la capacité de penser par soi-même. Et cela nous mène à la question suivante. Comment maintenir une conscience individuelle dans un monde qui tente constamment de l'effacer ? Qu'est-ce qui définit la vérité ? Dans un monde où les récits s'entremêlent et où les opinions se forment en quelques secondes, comment savoir si ce que vous croyez est réel ? George Orwell répond « Il y a la vérité et il y a le mensonge. Et si vous vous accrochez à la vérité, même contre le monde entier, vous n'êtes pas fou. » Cette citation résume le parcours de Winston Smith, le protagoniste de 1984. Entouré de surveillance et de contrôle, il découvre que la plus grande prison n'est pas à l'extérieur mais dans l'esprit. Son combat n'est pas seulement contre le parti, mais contre ceux que le parti tente de lui imposer, l'acceptation d'une réalité fabriquée. Dans le ministère de la Vérité, Winston travaille à réécrire le passé. Une simple erreur typographique dans l'archive d'un discours peut signifier la réécriture de toute une décennie d'histoire. C'est ici qu'Orwell introduit une idée des plus troublantes. Qui contrôle le passé contrôle l'avenir. Qui contrôle le présent contrôle le passé. Cette manipulation ne se limite pas au monde de 1984. En réalité, la réécriture du passé a toujours été un outil de pouvoir. Les récits historiques sont façonnés pour justifier des actions présentes et projeter des futurs désirés. Comme l'a averti George Santayana, ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le répéter. Mais Winston ne se soumet pas à cette nouvelle réalité sans la remettre en question. Il résiste, d'abord par de petits gestes comme écrire dans un journal, puis par l'effort simple mais radical de se souvenir. Lorsqu'il écrit « La liberté, c'est la liberté de dire que 2 et 2 font 4 », il ne fait pas qu'affirmer une vérité mathématique. Il défend la vérité contre un système qui tente de la rendre relative. Ici se trouve une réflexion profonde. La vérité ne dépend pas du consensus. Peu importe combien de personnes crient que 2 et 2 font 5, la réalité ne change pas. Mais résister à la manipulation exige du courage, surtout lorsque la vérité est inconfortable,
ou va à l'encontre de ce que tout le monde autour de vous croit. Ce courage est au cœur de la conscience individuelle. Søren Kierkegaard l'a appelé authenticité, l'engagement à vivre selon ce que vous croyez être vrai, même si cela signifie aller à contre-courant. C'est cette authenticité qui sépare ceux qui pensent par eux-mêmes de ceux qui ne font que répéter ce que dicte le collectif. Aujourd'hui, nous sommes entourés de versions conflictuelles de la vérité. Les faits sont présentés de différentes manières selon qui les raconte. La surcharge de récits crée de la confusion, et la confusion engendre la passivité. Comment résister ? La réponse réside dans ce qu'Orwell nous montre à travers Winston, l'acte de penser par soi-même. Cela commence par de petites questions. D'où vient cette information ? Qui en profite ? Cela a-t-il du sens pour moi ? En cultivant cette habitude, nous créons un espace mental où la manipulation ne peut pas entrer. La véritable liberté nécessite plus qu'une pensée critique. Elle exige du courage. Le courage d'affronter ce qu'on nous dit être vrai, de questionner ce que tout le monde accepte et surtout de faire face à nos propres peurs. Car, en fin de compte, le plus grand ennemi de la liberté n'est pas l'oppression, mais la peur. Et c'est précisément de la peur qu'Orwell nous avertit dans 1984. Pas seulement la peur du parti ou de la répression physique, mais la peur qui façonne nos pensées, nos choix et même qui nous sommes. Tant que la peur domine nos esprits, la véritable liberté restera une idée lointaine. Dans 1984, le parti ne gouverne pas seulement par la force ou la manipulation de la vérité. Sa domination repose sur la peur. Une peur constante et omniprésente, non seulement de la punition physique, mais aussi des ennemis invisibles, du chaos et de l'inconnu. Cette peur paralyse, maintient la population soumise et transforme même les individus les plus courageux en pièces obéissantes d'une machine oppressive. Dans le livre, les superpuissances, Océania, Eurasia et Estasia, sont en guerre perpétuelle. Mais cette guerre n'a ni gagnant ni perdant. Elle existe pour justifier les sacrifices, les pénuries et la surveillance. Comme Winston le découvre, le véritable but du conflit n'est pas la victoire, mais le contrôle. La peur de la guerre maintient les gens dépendants du parti tout en les privant de ressources et de liberté. Les 2 minutes de la haine sont un autre exemple de l'utilisation de la peur comme arme. Pendant cet événement, les masses dirigent leur colère vers des ennemis extérieurs, souvent fictifs. Le résultat est un faux sentiment d'unité autour du parti, qui se présente comme le seul protecteur contre ses ennemis. Orwell montre que la peur peut être canalisée pour façonner les émotions et les comportements, ce qui en fait l'un des outils de manipulation les plus efficaces. Pensez maintenant à notre monde actuel. Bien que nous ne vivions pas dans une dystopie explicite, la peur reste une force puissante qui façonne nos décisions. Elle est présente dans les récits de crises mondiales, de menaces imminentes et d'instabilités économiques. Souvent, ces récits nous conduisent à renoncer à des libertés individuelles en échange d'un faux sentiment de sécurité. La philosophe Hannah Arendt a expliqué que la peur est le fondement du totalitarisme. Lorsque les gens croient être en danger constant, ils deviennent plus susceptibles d'accepter des mesures autoritaires, qu'il s'agisse de surveillance de masse ou de restriction des droits, au nom de la protection collective. Mais Orwell va plus loin. Dans 1984, il décrit comment la peur est internalisée. La surveillance constante, combinée à la police de la pensée, pousse les gens à s'auto-censurer. Le parti n'a pas besoin d'agir directement. La peur fait en sorte que chaque citoyen devienne son propre gardien. Aujourd'hui, nous vivons quelque chose de similaire. Combien de fois évitons-nous d'exprimer nos opinions ou de questionner les récits par peur de représailles sociales, de critiques ou d'annulation ? Cette peur, souvent invisible, limite non seulement nos actions, mais aussi notre capacité à penser librement. Aristote a dit que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité d'agir malgré elle. Et ce courage devient essentiel dans un monde où la peur est utilisée pour diviser, faire taire et nous contrôler. La grande leçon de 1984 est que la peur ne peut être surmontée que par la conscience et l'action délibérée. Résister au cycle de la peur et de la manipulation commence par de petits gestes. Questionner les récits dominants, réfléchir aux décisions que nous prenons et surtout, refuser de vivre dans une soumission constante à la peur. L'héritage. L'histoire de Winston Smith, le protagoniste de 1984, n'est pas seulement un voyage de résistance contre un système oppressif. C'est aussi un portrait de la complexité humaine, de la lutte constante entre la vérité et le conformisme. Sans dévoiler tous les détails,
Il est important de noter que 1984 n'a pas une fin optimiste. C'est une œuvre qui nous met au défi, résonnant dans nos pensées longtemps après que nous ayons refermé le livre. George Orwell nous montre comment un système de contrôle total ne se contente pas d'opprimer physiquement, mais détruit l'esprit et l'âme. Winston, dans sa quête de liberté, découvre que la plus grande bataille se trouve en lui-même, contre la peur, la manipulation et l'acceptation passive d'une réalité fabriquée. Ce combat n'est pas exclusif au monde de 1984. Il est universel et intemporel. Pensez à la manière dont, aujourd'hui, les récits de crise et d'instabilité façonnent nos décisions. La peur de perdre, de faire face à l'inconnu, nous pousse souvent à renoncer à nos libertés en échange d'un faux sentiment de sécurité. Michel Foucault, l'un des grands philosophes du XXe siècle, a affirmé que le pouvoir le plus efficace n'est pas celui qui réprime ouvertement, mais celui qui façonne les comportements et les pensées sans que les gens s'en rendent compte. Cela ne vous rappelle-t-il pas le parti dans 1984 ? Ou peut-être les algorithmes qui ne nous montrent que ce que nous voulons voir tout en restreignant silencieusement nos choix ? Mais Orwell laisse également un message d'espoir, bien que caché entre les lignes. Il nous rappelle que tant qu'il y a du courage, il y aura de la résistance. Aristote a dit que le courage est la vertu qui soutient toutes les autres. Et dans le monde de 1984, penser différemment est déjà un acte de courage. Le voyage de Winston peut être comparé à l'allégorie de la caverne de Platon. Comme les prisonniers de la caverne, il découvre que tout ce qui l'entoure n'est qu'une projection d'ombre. Mais sortir de la caverne a un prix, celui d'affronter les vérités inconfortables que beaucoup préfèrent ignorer. Aujourd'hui, nous sommes les prisonniers d'une caverne numérique. Les réseaux sociaux, les divertissements et les bulles d'information créent une réalité qui semble être tout. Ce qu'il y a. Questionner cette réalité est inconfortable mais nécessaire. Car, comme Orwell nous l'enseigne, tant que nous acceptons ce qui nous est donné sans poser de questions, nous restons piégés dans un système qui nous façonne sans que nous en soyons conscients. Et voici le point clé. 1984 n'est pas seulement un avertissement contre les régimes totalitaires. C'est une réflexion sur le pouvoir, la peur et la liberté qui transcendent les époques. C'est une invitation à regarder le monde qui nous entoure, et en nous-mêmes, pour nous demander jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour protéger notre humanité. La liberté n'est jamais garantie. Elle doit être gagnée, protégée et renouvelée chaque jour. Elle commence par de petits actes. Questionner, réfléchir, résister au conformisme. Car, en fin de compte, ce qui importe réellement n'est pas seulement ce que nous acceptons, mais ce que nous choisissons de croire et de défendre. George Orwell nous donne une leçon puissante. Le véritable contrôle n'est pas imposé par la force, mais par l'acceptation de la peur comme norme. Briser. Ce cycle exige du courage. Le courage de dire que 2 et 2 font 4, même lorsque le monde entier insiste pour dire le contraire. Souviens-toi, la connaissance est le chemin vers la véritable liberté. Compte sur moi et suis le lapin blanc.